Bon, il y a comme une fissure qui traverse la société française. Un sentiment un peu diffus, que la promesse d'une vie meilleure, elle s'est brisée. Aujourd'hui, on va mettre un nom sur ce phénomène. Un phénomène qui touche des millions de personnes. Et pas seulement en France d'ailleurs. Le grand déclassement. Pendant des décennies, cette phrase « chaque génération vivra mieux que la précédente », c'était bien plus qu'une simple croyance. C'était vraiment le moteur de nos sociétés. La promesse implicite qui donnait un sens à tout, à l'effort, à la transmission. Mais aujourd'hui, on a l'impression que cette promesse, elle s'est un peu évaporée. Du coup, la question qu'on est en droit de se poser, c'est « est-ce que c'est encore tenable ?» Alors, pour essayer de comprendre cette rupture, on va se plonger dans une analyse, celle de l'essayiste Laurent Bilger qu'il a publiée sur son Substack. Et là, il pose un diagnostic vraiment très affûté sur les raisons qui font que ce pilier de notre contrat social est en fait en train de s'effondrer juste sous nos yeux. Alors cette fissure, attention, elle n'est pas nouvelle. Pour bien comprendre cette histoire de promesses brisées, en fait, il faut remonter un peu dans le temps. Direction les années 80. C'est là que le mythe du progrès a vraiment commencé à vaciller. Le chemin, à l'époque, il semblait tout tracé. C'était simple, bien travailler à l'école, ça donnait un bon emploi. Ce bon emploi, à son tour, permettait d'accéder à la propriété et puis, bien sûr, d'assurer un avenir meilleur pour ses enfants. C'était un peu ça le pacte républicain. Un pacte simple, clair et qui a super bien fonctionné pour des générations entières. Et puis, un mot est apparu pour décrire cette nouvelle réalité, le déclassement. Et attention, ce n'est pas juste un échec individuel, pas du tout. C'est, comme l'a si bien théorisé le sociologue Louis Chauvel, une véritable force structurelle. Une sorte de nouvelle gravité sociale qui tire toute la société vers le bas. Ok, alors, ce diagnostic du déclassement, il ne sort pas de nulle part. Il repose sur des travaux vraiment très précis. Le sociologue clé, donc, c'est lui, Louis Chauvel. Et son approche, elle a été carrément révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de prendre une simple photo à un instant T, il a décidé de filmer l'évolution de générations entières, ce qu'on appelle des cohortes. Et c'est justement cette méthode qui a permis de révéler une vérité que les statistiques classiques, elles, ne montraient pas du tout. Alors là, ce qui est vraiment fascinant, c'est que Chauvel, il décompose ce phénomène en 3 dimensions. Elles sont distinctes, mais elles sont liées. D'abord, le déclassement absolu. Là, c'est simple, on gagne moins d'argent. Point. Ensuite, le relatif. Ça, c'est quand nos diplômes valent moins sur le marché du travail. Et enfin, le déclassement perçu. Cette espèce d'angoisse diffuse qu'on peut ressentir même quand tout va bien, cette peur que l'avenir sera plus difficile. Et pour illustrer ce déclassement absolu, rien de tel qu'un chiffre. Et là, le chiffre est brutal, moins 30%. Ça veut dire qu'à 30 ans, une personne née dans les années 80 gagne en moyenne 30% de moins en pouvoir d'achat qu'une personne née dans les années 50, au même âge. Là, ce n'est plus un sentiment, c'est un fait, c'est mathématique. Du coup, le point essentiel, c'est de voir comment tout ça frappe au cœur même de la société. Je parle bien sûr de la classe moyenne. Cet immense groupe qui était censé être, en quelque sorte, le ciment de la nation. Avant, la classe moyenne, c'était un peu l'amortisseur social. Aujourd'hui, elle est en première ligne, complètement prise en étau. Souvent trop riche pour avoir des aides, mais beaucoup trop pauvre pour vivre de son capital. Sa stabilité, qui était historique, elle s'est transformée en une nouvelle forme de vulnérabilité. Et l'un des moteurs de cette fragilisation, c'est un concept super intéressant, l'inflation scolaire. L'idée est simple, il y a de plus en plus de diplômés, donc mécaniquement la valeur de chaque diplôme diminue. L'ascenseur social, celui de l'école, il est de plus en plus lent. Et les étages, ils sont de plus en plus difficiles à atteindre. Regardez ce graphique, il le montre très clairement. Pour espérer avoir la même position sociale qu'un bachelier des années 60, aujourd'hui, il faut quoi ? Un master, c'est-à-dire 5 ans d'études supérieures. En gros, il faut courir beaucoup plus vite, juste pour rester sur place. Bon, maintenant, voyons comment tout ça se cristallise en une fracture. Une fracture profonde et structurelle entre les générations. La comparaison, elle est saisissante, vraiment. D'un côté, on a les baby-boomers, eux, ils ont connu les carrières linéaires, prévisibles, un accès plutôt facile à la propriété. Et de l'autre, les générations nées après 1975, qui naviguent entre précarité, un marché immobilier devenu inaccessible, et où la richesse, finalement, dépend de plus en plus de ce qu'on reçoit, et beaucoup moins de ce qu'on arrive à construire soi-même. Cette citation, elle résume à la perfection le basculement presque anthropologique qu'on est en train de vivre. On passe d'une société où le mérite et le travail permettaient de construire son propre avenir à une société où c'est l'héritage qui devient le facteur déterminant. Le futur, il devient un patrimoine à recevoir et non plus un territoire à conquérir. Et ça, c'est ce que Chauvel appelle le verrouillage générationnel. Le patrimoine immense qui a été accumulé par les baby-boomers, c'est ce qu'a aussi montré l'économiste Thomas Piketty, ce n'est pas seulement un avantage pour eux, non, ça agit objectivement comme une barrière, un vrai mur qui vient bloquer l'ascension des plus jeunes. Alors, face à un diagnostic aussi sombre, il faut bien le dire, quelle est l'issue ? Comment on s'en sort ?
L'analyse de Bilger suggère qu'il faut peut-être repenser en profondeur notre idée même de la solidarité. L'argument principal, il est là. Nos politiques sociales sont en quelque sorte aveugles à cette nouvelle inégalité, celle qui est basée sur l'année de naissance. Notre État-providence, il a été conçu pour un autre monde, le monde des Trente Glorieuses. Il est peut-être temps, grand temps même, de le mettre à jour pour le XXIe siècle, et de prendre enfin en compte cette dimension temporelle. Et voilà, on touche au point crucial. Le progrès, ce n'est plus une force naturelle, ce n'est plus un acquis. Du coup, il doit devenir un choix conscient, un vrai projet politique qui engage toutes les générations. Pourquoi faire? Pour s'assurer que l'avenir reste un horizon ouvert et pas une porte fermée. On termine donc avec cette question qui est assez vertigineuse. Le défi, en fait, il n'est pas seulement technique ou économique, il est moral. Il s'agit carrément de reconstruire une confiance dans la continuité du monde. Si le progrès n'est plus un droit acquis, une évidence, alors la question c'est comment est-ce qu'on va faire, tous ensemble, collectivement, pour le réinventer.